Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre émission Touche à tout, comme vous le savez. C'est une émission socio-culturelle qui touche plusieurs secteurs de la vie, et même des domaines stratégiques qui d'ailleurs jetés dans la poubelle et à Bellurette. Pourtant, sont des secteurs qui peuvent aider le pays à se développer d'une manière ou d'une autre. D'où nous touchons et nous prenons des problèmes majeurs, mais aussi des questions épineuses. Nous les étalons, mais aussi nous les débattons ensemble avec des personnes habilitées afin de vous les éclaircir. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, je ne présente jamais cette émission seule, mais je la co-présente toujours avec Shadrack Ndibou, avec qui je m'avais dire tout simplement bonjour, Shadrack Ndibou. Bonjour Amour, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent déjà à ce moment. Bonjour. Je pense que très bien. Voilà, je vais très bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Bien, merci mesdames et messieurs de nous faire encore confiance dans cette émission. Nous avons l'obligation de vous informer, quels que soient les moments difficiles, le même des circonstances, mais aussi le devoir et le vôtre de nous envoyer partout où vous voulez, recueillir pour vous des informations sûres et fiables, juste pour tirer les choses au clair. Et pour aujourd'hui, vous nous l'avez demandé et nous l'avons accompli et comme à l'accoutumée. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous aujourd'hui les directeurs chargés des opérations informatiques, messieurs Nanikian, bonjour. Bonjour Monsieur Bilolo. Et de l'autre côté, nous recevons les coordonnateurs des collèges, des experts, les professeurs Chikai, bonjour. Bonjour Monsieur Bilolo. Merci de nous recevoir dans votre bureau, nonobstant votre horaire de travail saturé et non aéré. Cependant, vous avez bien voulu nous recevoir et nous accorder cette interview. Messieurs les professeurs, je commence par vous. Cette affaire de l'ONIP fait rage et d'ailleurs fait buzz à clic rabattu sur la toile. Et d'ailleurs, ça porte trop de confusion dans la population. Il y a d'autres qui ne connaissent pas ce que c'est l'ONIP. Alors, pourriez-vous expliciter brièvement ce que c'est l'ONIP afin de permettre à ceux qui ne connaissent pas cet établissement de mieux comprendre? Oui, merci bien, monsieur le journaliste Bilolo. Et je suis très content de répondre à cette question pour éclairer une fois pour toute l'opinion nationale et internationale sur l'Office national d'identification de la population, qui est un établissement public à caractère administratif et technique créé en 2011 par l'arrêté numéro 11/048 qui lui fixe un certain nombre d'émissions. Il fixe un certain nombre de missions, notamment l'identification, l'opération d'identification de la population pour connaître qui est congolais, qui ne l'est pas, qui habite sur le territoire national, qui est congolais, qui réside à l'étranger. Deuxième chose, c'est au bout de cet exercice de pouvoir constituer les fichiers généraux de la population, comme il en est de coutume dans tous les autres pays modernes du monde, et de délivrer la carte d'identité. La carte d'identité, comme vous le savez, il faut que j'enchaîne très rapidement, que la carte d'identité porte actuellement un enjeu sur le plan du monde, avec la facilité de la circulation des personnes, la facilité de la circulation des biens. De plus en plus, les Nations Unies ont pris conscience que l'identité de l'individu est devenue l'un des droits fondamentaux de l'homme. Et l'identité est ainsi inscrite comme telle dans l'un des objectifs de développement durable. Donc, sur le plan régional, vous allez constater que de plus en plus, nos pays africains sont en train aujourd'hui de signer des accords d'élargissement des marchés. Et ces accords d'élargissement des marchés sur le plan régional va impliquer que cette circulation s'accompagne de l'identification des individus qui circulent dans un espace géographique donné. Et deuxième enjeu, c'est de voir que de plus en plus, des services sont en train de s'universaliser, de se mondialiser. Et dans cette universalisation et dans cette mondialisation, l'identité de l'individu occupe maintenant une place capitale. Parce que
ça va être un élément d'authentification de chaque individu là où il se trouve. Donc je peux peut-être dans un premier temps m'arrêter là. Et si vous pensez que je peux aller plus loin pour éclairer davantage la population, je peux bien le faire. C'est depuis le 29 juin 2020 que le directeur général a pris les bâtons des commandes. Dites-nous ce que vous avez trouvé comme travail abattu par son prédécesseur, mais aussi ce qu'on peut retenir comme bilan à mi-parcours depuis que vous êtes là. Bon, c'est d'abord dire que nous avons remercié les chefs de l'État pour avoir nommé l'un d'entre nous pour pouvoir nous diriger. Le DG Richard Ilunga Ntumba, c'est un enfant maison. Il est là depuis la naissance de l'ONIP. Donc c'est dire qu'il connaît bien les méandres et ce qu'on a fait par le passé, on l'a fait aussi avec lui. Il en est l'un des artisans. Donc qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? À la création de l'ONIP, nous avons développé le système national d'identification de la population que nous appelons les SNIP. C'est ce système autour duquel toutes les opérations et toutes les activités de l'ONIP tournent. Et le système national d'identification de la population, c'est un écosystème informatique qui a plusieurs composantes qui amènent à l'identification de l'individu, à la constitution des fichiers de la population et à la délivrance de la carte d'identité. Donc cette construction est une construction collective. Et comme il est là aujourd'hui, nous pensons qu'il a pris le bâton de commandement. Nous cheminons tout doucement vers l'opérationnalisation de nos activités pour arriver à délivrer la carte d'identité à tous les Congolais, d'ici à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et c'est ça ce qu'il s'est fixé comme cap. Et nous sommes en train maintenant de mettre le pied sur l'accélérateur pour qu'on puisse arriver à cette fin. D'accord. Merci beaucoup, professeur Chukai. Je m'en vais comme ça dire bonjour, encore une fois bonjour, messieurs Nanikian. Je rappelle que vous êtes directeur chargé des opérations informatiques. Alors, premièrement, comment comptez-vous procéder par l'identification de la population? Elle sera de façon générale, c'est-à-dire dans toutes les provinces, soit elle sera d'une manière épisodique, parce que permettez-moi de dire qu'il y a d'autres zones que nous appelons des zones rouges, des zones de guerre, par exemple l'est du pays, Ituri, Rutshuru. Est-ce que ces gens-là seront isolés, ou soit l'identification, vous allez procéder même dans des zones rouges? Bon, ce que je dois dire par rapport à votre question, c'est que nous allons procéder premièrement par une phase pilote. Donc nous allons aller nous déployer vers la population. C'est-à-dire on va choisir, c'est déjà choisi la province, mais en temps opportun, le directeur général va annoncer comment nous allons procéder. Donc il y aura une province pilote. Et avant les opérations d'identification de la fin des identifications de cette province pilote, nous allons nous déployer sur tout le territoire national. Et nous savons qu'il y a certains petits problèmes, mais nous comptons sur nos forces de sécurité pour nous permettre d'identifier aussi ces personnes qui ont droit à l'identité. Ce n'est pas dit parce qu'elles sont dans des zones rouges qu'elles seront exclues de ce processus. Et les exclure, c'est aussi ne pas faire confiance à tout ce qui est mis en place au jour le jour pour sécuriser ces endroits. Donc quand nous faisons ces opérations, nous tenons compte de tout le territoire national. C'est vrai qu'on tient compte, on se pose la question, on s'interroge sur le fait qu'il y ait 26 provinces. Bon, vous n'ignorez pas qu'il y a eu au moins 3 cycles électoraux. Ils ont pu recenser les électeurs et l'identification de la population que l'ONIP va faire, c'est à grande échelle, c'est tenir compte, prendre les personnes qui ont été exclues
ce cycle. Donc le fait que vous soyez là, j'imagine que vous avez une carte d'électeur, donc vous connaissez plus ou moins cette opération d'identification et ça sera ramené justement à ce qui sera fait par l'ONIP. Alors, monsieur Nikkei, bon, comme vous avez expliqué, même dans des zones rouges, vous allez toujours y arriver parce que bon, la population se demande toujours, parce que quand on parle de l'identification, il faudrait que tout le monde soit inclus. Alors, je ne sais pas, vous allez travailler avec le service de sécurité, vous travaillez en synergie avec la police, et pour que dans certaines zones, lorsque vous allez procéder par l'identification de la population, que ça soit un peu sécurisé. Déjà, je vais ajouter aussi à ce que le professeur a dit, l'ONIP est sous tutelle du ministère de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières. Donc, comprenez que le patron de la police est le ministère de l'Intérieur. Donc, ce qui fait que là où on aura besoin de sécurisation, nous aurons recours notamment à notre tutelle pour nous faciliter cette tâche imminente. Je vous ai dit quelque part, oui, vous voulez ajouter? Non, je voulais ajouter tout simplement le fait qu'il n'y a pas dans notre pays des zones de non-État. Okay. Il n'y a pas de zones de non-État. Les agitations qu'on peut observer ici et là ne peuvent pas constituer des contraintes majeures pour ne pas suivre chaque Congolais là où il est pour pouvoir être identifié, carte qui va attester que réellement il est Congolais. Nous irons partout. D'accord, merci. Je vous ai dit quelque part dire que pour lancer vos activités, il vous faut au moins 350 millions de dollars. Et d'ailleurs, dernièrement, nous avons vu procéder à l'installation de votre comité, mais jusque-là, rien n'est encore fait. En fait, dites-nous, qu'est-ce qui bloque finalement le démarrage complet de lancement de vos activités? Bon, écoutez, il y a 4 ans, 5 ans, l'ONIP aurait déjà délivré la carte d'identité. Vous connaissez le débat qui a suivi la mise en place de l'ONIP en 2016, en pleine campagne préélectorale, qu'il y a eu des contingences politiques qui ont fait que l'ONIP, qui était ciblé comme un instrument de glissement, avait fait que, politiquement, bien raisonné, qu'on puisse d'abord laisser le processus électoral avancer et qu'on puisse avoir des institutions en alternance comme le souhaitaient les différentes autorités, et que maintenant que vous remarquez vous-même dans la presse que tous les hommes politiques reviennent maintenant à l'identification de la population. Et n'oubliez pas que l'identification de la population et la délivrance de la carte d'identité a été déjà décidée et consignée dans l'accord de Lusaka comme l'une des priorités après les conflits armés. Et aujourd'hui, nous sommes en bon droit de penser que, avec la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que nous irons vers cette opération d'identification de la population. Aujourd'hui, nous sommes conscients que la mise en place de l'actuelle équipe qui nous dirige a été mise en place en cours d'exercice budgétaire. Donc, nous sommes très certains, comme le chef de l'État lui-même l'a déjà exprimé plus d'une fois, qu'il a la volonté de donner la carte, que les budgets, à partir du budget de 2021, nous pourrons disposer des ressources nécessaires pour la réalisation de cette opération. Et si cette somme colossale que vous recommandez n'est pas réunie, qu'allez-vous faire? Moi, je suis d'abord optimiste. Quand un chef de l'État proclame, dit 3-4 fois que je dois délivrer la carte d'identité, nous lui faisons confiance. Ça fait partie de son programme d'action. Donc nous ne pouvons pas maintenant mettre en doute que si nous n'aurons pas de moyens. Nous sommes sûrs que nous aurons des moyens. Et n'oubliez pas aussi que la délivrance, l'opération de l'identification et la délivrance de la carte d'identité est une opération de souveraineté. Étant une
ayant une dimension souveraine sur l'engagement du chef de l'État, je crois que le budget 2020-2021 prendra en compte les décaissements possibles pour pouvoir démarrer les différentes activités. D'accord, merci. Alors, monsieur le directeur, alors quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en place pour que vous évitiez à tous égards qu'il y ait la fraude de l'identité, parce que ce n'est plus à cacher. Hein. À l'élection passée, nous avions remarqué qu'il y avait des gens qui avaient 2 cartes d'identité, d'autres 3. Alors, qu'est-ce que vous allez justement faire pour pallier à ce qu'il n'y ait presque pas la fraude au niveau de la carte d'identité? Bon, déjà, c'était carte d'électeur que la CENI remettait. Donc, nous concevons des choix. Nous opérons des choix qui évitent justement qu'on aboutisse à une fraude. Et ces choix sont opérés de plusieurs manières, c'est-à-dire du point de vue physique et du point de vue logiciel. Pour ce qui est du point de vue physique, les matériaux utilisés pour la carte d'identité sont des matériaux qui ne seront pas accessibles déjà par son accessibilité à une personne lambda. Donc, même si les personnes arrivent à s'en procurer, il y a des différences physiques qui feront que la carte d'identité, déjà de ce point de vue, il y aura une nette différence avec une carte procurée de manière diverse. Et maintenant, du point de vue logiciel, donc interne, dès que la personne se fait identifier et authentifier, elle se voit attribuer un numéro d'identification nationale. C'est ce numéro qui ne changera pas. Ce numéro suivra la personne, ça dépend soit à la naissance, jusqu'à la mort, ou bien quand on va identifier les personnes quand elles seront adultes, notamment comme ce qu'on va faire. Ce numéro ne va pas changer. Et deuxièmement, nous allons enregistrer les données biométriques des personnes, c'est-à-dire les empreintes digitales, le visage, et plus loin, l'iris. Nous savons que quand vous parlez de changement, les gens ont tendance à changer les données biographiques, c'est-à-dire le nom ou la date de naissance ou la province d'origine. Mais on ne peut pas changer nos empreintes ou notre visage ou notre iris. Bon, c'est vrai que vous allez me dire que les gens brûlent leurs empreintes. Vous allez aussi me dire que les gens procèdent à des chirurgies plastiques. C'est vrai que les exceptions ne manquent pas, mais aujourd'hui, avec les avancées technologiques, il y a des logiciels qui permettent justement de déceler que cette personne... Alors, puisque nous parlons toujours de la carte d'identité, alors c'est depuis 1984, comme le disent le Belge, que les gens possédaient de la carte d'identité. Alors, pour des gens qui sont nés allant de 85 à nos jours, ils ne savent pas lorsque nous parlons de la carte d'identité, d'une manière générale. Alors, quels sont les avantages pour des gens qui nous suivent de comprendre un peu quand je vais posséder une fois cette carte? Alors, c'est quoi les avantages? D'abord, il y a plusieurs avantages, mais d'abord de l'ordre de la fierté. C'est-à-dire, finalement, le Congolais va se voir détenir une carte d'identité. Il y a d'abord la fierté, et puis l'accès au service. Et la preuve, l'authentification qui prouve que vous êtes qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous promener, comme vous dites, les gens peuvent détenir 2 ou 3 cartes qui faisant lieu à leur carte d'identité. Rien ne prouve que ce sont ces personnes. Mais nous, déjà, en ayant la carte d'identité, l'accès aux services, comme le professeur l'a dit, certains services ne seront limités qu'à l'accès de la carte d'identité. Il y a d'abord du point de vue sécuritaire et cette fierté même d'avoir cette carte. Aujourd'hui, vous lisez les réseaux sociaux, tout le monde nous pose la question, mais
ce sera très bien d'avoir une carte d'identité, rien que pour l'honneur, parce que vous dites depuis 84, c'était d'ailleurs la carte pour citoyens qu'on appelait à l'époque la carte verte. Oui, donc il y a tous ces aspects-là. Alors, professeur, attendez s'il vous plaît, je vais rajouter quelque chose. Alors, puisque le directeur était en train de parler des avantages, alors j'aimerais un peu savoir, y aura-t-il de mesures drastiques pour des gens qui ne posséderont pas de cette carte? Parce que nous voyons même en Côte d'Ivoire, des gens qui n'ont pas la carte d'identité sont privés même à l'octroi de microcrédits, même d'entrer dans certaines provinces, alors dans notre pays, je ne sais pas. Pour des gens qui ne vont pas posséder cette carte, je ne sais pas, de mesures drastiques que vous allez essayer de prendre pour que... Voilà. Moi, je ne parle pas ou je ne parlerai pas de mesures drastiques. Hein. Et il faut en appeler d'abord à la conscience de chaque individu. Nous vivons maintenant dans un monde de plus en plus moderne qui nécessite que chaque individu puisse à tout moment attester de son identité. Ça, c'est déjà un élément de conscience qui peut créer l'obligation de chacun à pouvoir chercher à acquérir la carte d'identité. Et c'est une obligation d'État que chaque citoyen puisse disposer d'un document qui atteste de sa nationalité. Donc, vous devez savoir que l'identité n'est pas une entité déclarative. N'est pas une entité déclarative. L'identité de l'individu est une entité attributive. C'est-à-dire, c'est l'État qui vous attribue votre nationalité. Vous ne dites pas « je suis ». Non, c'est l'État qui vous attribue, qui vous reconnaît que vous êtes l'un de ses citoyens. L'une des preuves de cette reconnaissance, c'est que l'État vous délivre la carte d'identité qui vous attribue cette nationalité. Donc, je ne peux pas parler de mesures drastiques, mais je sens déjà, et ici à l'ONIP, nous sentons, quand nous voyons les débats publics, qu'il y aura engouement. Parce que la première carte d'identité sera délivrée au premier citoyen de ce pays, qui donnera l'ego, qui donnera l'envie de posséder cette carte. Et comme vous l'avez bien dit, vous avez vu que pour accéder au numéro de téléphone, on cherche une identité. Et il y aura beaucoup de services comme ça, la santé, l'éducation, ainsi de suite, le paiement des impôts, les assurances, qui vont conditionner l'accès à ces services-là à la détention de la carte. Et c'est l'individu qui doit prouver. Si on dit aujourd'hui que non, on fait par exemple un transfert du cash à des ménages, par exemple, qui ont subi des catastrophes ou quelque chose comme ça. Ça peut être une décision de l'État. Mais ces individus-là qui viendront devant l'État pour recevoir quelque chose, ils devront attester de leur nationalité. Et aujourd'hui, l'instrument principal de cette attestation, c'est la détention de la carte d'identité. Si je vais revenir à vous, monsieur le directeur des opérations informatiques, puisque vous avez parlé du recensement, alors j'aimerais savoir d'abord, c'est quoi la différence entre le recensement scientifique et celui administratif? Le recensement scientifique, je pense que le professeur va mieux expliquer ça, mais pour répondre, je commencerai par le recensement administratif. Celui que nous ferons, c'est le recensement administratif. Là, il faudrait qu'il y ait vraiment clarté sur ce point. Oblige à ce qu'on prenne toutes les données biographiques et biométriques. Quand je parle de biographique, je fais allusion au nom, au poste-nom, à la date de naissance, à toutes les informations identitaires qu'on demande. Les données biométriques, je répète, donc les empreintes digitales, le visage et l'iris. Et ce recensement se fait
sous la tutelle, bien sûr, du ministère de l'Intérieur. Bon, pour le recensement scientifique, le professeur peut... Oui, je crois qu'il y a une différence nette. Une différence nette, quand bien même l'objet de ces deux recensements est la population, mais il y a une différence d'approche. Le recensement scientifique est une opération d'enquête vaste qui a pour but de profiler les caractéristiques de la population d'une nation. C'est-à-dire chercher les caractères socio-économiques qui donnent le profil à une population d'une nation. Je vais donner quelques exemples pour dire d'abord que le recensement scientifique est anonyme. Il permet de prélever des caractéristiques sur des individus, notamment les niveaux d'études, l'emploi, l'appartenance à une religion, l'habitation dans un quartier chic ou pauvre, l'occupation d'une maison en matériaux durables ou en matériaux précaires, ainsi de suite, je peux multiplier, on peut allonger la liste. Les études universitaires, les études primaires, les analphabètes. Donc pour pouvoir catégoriser, connaître les nombres de la population et donner les caractéristiques des catégories qui composent cette population. Et le recensement scientifique a pour but généralement de faire des études, a pour but fondamentalement de préparer des politiques de développement qui puissent répondre à l'évolution caractéristique de la population. Tandis que dans le recensement administratif, si aujourd'hui les statistiques disent que nous sommes à peu près 85 millions et quelques, mais ces 85 millions-là sont composés de qui? Des X, des Y, des Z, avec une figure, un visage bien identifié. Donc, le recensement administratif vient donner l'identité à cette population qui a été dénombrée. Et sachez que dans les recensements scientifiques, ces enquêtes qui sont menées sont des enquêtes anonymes. On ne prend pas les noms des gens. Donc ça se fait d'une façon anonyme et consiste principalement à pouvoir dénombrer et nous donner des statistiques. Merci, monsieur le professeur. Vous avez pour but de recenser, mais aussi d'identifier la population congolaise résidant au pays, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur du pays. Qu'allez-vous faire à propos de ceux qui possèdent une double nationalité ou triple nationalité? Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous le voyons donc de la politique, mais aussi dans des entreprises publiques où quelqu'un qui travaille dans une entreprise quelconque, il est soit belgo-congolais ou encore franco-congolais. Alors, je ne sais pas, il sera identifié en tant que congolais ou en tant voilà, je ne sais pas expliquer ça, voilà. Voilà. Il faut faire évoluer la législation. Mais par comparaison, avec ce qu'on a pu observer dans certains pays qui se sont déjà lancés dans l'opération d'identification de la population, vous trouvez qu'il y a des sous-fichiers. Il y a des sous-fichiers. On a trouvé dans certains pays, quand bien même quelqu'un a acquis la nationalité de ce pays-là, il est toujours fait mention, pas sur sa carte d'identité, pas sur ses données visibles, mais dans les données du fichier général de la population, on met toujours sa nationalité d'origine. On s'est tracé, oui, il est belge, mais il était de nationalité congolaise d'origine. Il était de nationalité américaine d'origine. Et ça, nous allons voir avec l'évolution de la législation et le débat qui va être engagé peut-être au Parlement sur toutes ces questions. Donc nous ne voulons pas anticiper, mais tous ces Congolais qui sont à l'étranger, qui ont acquis une autre nationalité, sont toujours les bienvenus comme des acteurs de développement de ces pays. Donc nous n'avons pas, et je ne vois pas pourquoi on mettrait déjà en face une vision de leur exclusion.
Mais le débat reste un débat qui est ouvert. Parce que nous avons besoin de... Aujourd'hui, dans plusieurs diasporas, on trouve par exemple aux États-Unis, il y a des gens qui sont à la recherche aujourd'hui de leurs origines, qui veulent rentrer pour travailler pour le compte de leur pays d'origine. Avons-nous le droit de pouvoir bloquer ces gens? Non. Je crois que nous allons dans un monde ouvert et attendons le débat. Professeur, et son débat sur... merci, professeur. D'accord, nous allons toujours vous maintenir. Monsieur le professeur, alors, puisque nous sommes en train de parler toujours du recensement, et ça nous reste pratiquement 2 ans et demi pour arriver aux élections. Alors, nous avions suivi vos propos. Quand je parle de vos propos, je vois déjà l'ONIP que vous aviez tenu il y a quelques jours passés, que déjà d'ici le 31 décembre 2022, nous aurons déjà le fichier général de la population. Est-ce que récemment aussi, nous avions entendu une opinion qui dit avec les recensements, ça peut prendre 4 ans, ça peut prendre 5 ans pour les recensements. Est-ce que vous pensez que le fichier électoral sera prêt à la date que vous aviez parlé tantôt? Dans l'hypothèse trop large, on a besoin de 19 mois. J'ai dit l'hypothèse trop large. Mais sinon, en dessous de cette date, en dessous de cette échéance, on sait avoir une bonne opération d'identification de la population. Et la bonne identification de la population va dépendre de plusieurs facteurs. Nous pouvons multiplier les machines, nous pouvons multiplier les personnels, nous atteindrons plus facilement la population. Donc, la gestion de ces 2 paramètres peut nous aider à pouvoir bien gérer les temps. Donc, les temps, pour nous, il nous fait peur aujourd'hui de ce que si déjà en janvier 2021, nous ne démarrons pas, nous pouvons accumuler des retards. Et avec les conséquences. Pour éponger les retards, il faudra des surcroîts de coûts pour pouvoir multiplier le nombre de machines et multiplier le nombre de personnes. Bon, je dis toujours, c'est une opinion. Hein. Il y a une opinion qui dit la présence de l'ONIP, c'est une manière un peu tacite de pouvoir repousser les élections parce que vous travaillez en synergie avec la CENI. Quand on parle déjà de procéder par les recensements en 2020, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. C'est une manière de repousser les élections pour une date ultérieure. Je ne sais pas, vous aurez argumenté là-dessus. Oui, j'ai argumenté. D'abord pour dire qu'il faut dissocier l'ONIP de la CENI. Ce n'est pas un couple de jumeaux. Quand même, Chaque institution a ses propres missions. Mais je pense profondément bien que si aujourd'hui nous avons un fichier général de la population, la CENI pourrait en être bénéficiaire sans pouvoir se déployer encore sur le terrain pour aller faire l'enrôlement des électeurs. Et ça, c'est fondamental. Nous sommes en bon droit de le penser comme ça, que les technologies aujourd'hui nous permettent de pouvoir identifier la population, constituer ces fichiers généraux et de ces fichiers généraux laisser libre cours à la CENI de pouvoir en tirer les éléments qui sont constitutifs du fichier des électeurs. Mais il ne faut pas lier, l'ONIP à la CENI comme s'ils répondaient d'une même logique. Nous ne répondons pas d'une même logique, surtout d'une même logique politique. Et aujourd'hui, sans vouloir les citer, le président Nanga, lors du dépôt de son rapport, il avait estimé lui-même que pour cette fois-ci, il faut laisser avancer l'ONIP pour qu'on puisse disposer d'un fichier et que c'est de ce fichier, lui puisse tirer, quand je dis lui, c'est-à-dire la CENI, puisse tirer
le fichier électoral. Hein? C'est de bonnes rationalités, parce que c'est ce qui se fait maintenant dans les autres pays que nous avons visités. En fait, mais s'il a dit, c'est parce qu'il y a vraiment des réactions péjoratives dans la population, bien entendu, par rapport à l'ONU. Parce que si nous faisons un peu l'introspection, il y a presque 6 ou 7 ans, juste après la création de l'ONIP, je vois donc la structure Sauvons les pays, d'ailleurs que disait M. Martin Fayoulou, il disait tout simplement que l'ONIP a été créé par M. Kabila pour rétropédaler les élections. Je ne sais pas, parce que là, le DG vient d'être nommé il n'y a pas longtemps, parce que cette même idée, donc cette même file d'idées, donc le fait que c'est propagé partout, alors du tout, parce que le président de la République tient mordicus à livrer ou octroyer la carte fiable aux Congolais. Alors dites-nous, parce qu'aujourd'hui, parce que vous travaillez presque en collaboration avec la CENI, parce que pour qu'il y ait de bonnes élections, des élections crédibles et transparentes, il faudrait mieux que l'ONIP fasse bel et bien son travail. Alors, comme il y a des raisons péjoratives, alors dites-nous, peut-être, ça a aussi un impact majeur sur les élections. Et voilà. Oui, merci bien, Monsieur Bilolo. Et pour bien faire, et c'est pour ça que nous insistons beaucoup. Nous insistons beaucoup sur la gestion du temps. Nous avons un temps assez large, étendu devant nous, pour pouvoir s'employer à cette opération et ne pas laisser cours à des interprétations malencontreuses, qui sont souvent des interprétations à caractère politicien. C'est le moment de pouvoir le faire. Et pour moi, une considération tout à fait personnelle, c'est le moment de voir maintenant tous les politiciens qui parlaient pouvoir s'engager et soutenir cette opération avant qu'il ne soit tard. On attend toujours en dernière minute pour pouvoir soulever des exceptions. Nous sommes devenus comme un pays toujours des exceptions. Hein? On quitte la règle, on va vers l'exception. Mais pour éviter tout ça, c'est aujourd'hui que la classe politique doit s'engager pour défendre. Nous le verrons d'abord au niveau de la défense. Nous allons maintenant vers la session budgétaire. Nous verrons cette bonne volonté dans les discussions au niveau de la session budgétaire. C'est là que nous verrons si réellement les arguments qui étaient avancés jadis sont les mêmes aujourd'hui. Ça, c'est une considération personnelle. Je le dis comme ça, même si ça n'engage pas l'ONIP, mais c'est comme ça que je le vois en tant que technicien qui a travaillé sur ces dossiers depuis. Et que, à un moment donné de l'évolution de l'opération, que l'on constate que qu'il y a pour des intérêts individuels, des intérêts politiques individuels ou pour des ambitions politiques individuelles des gens, qu'ils viennent s'interposer. C'est le moment que tous ceux qui ont à dire, comme on dit chez les maires, que tout celui qui a quelque chose à dire le dise maintenant pour que nous puissions l'intégrer dans notre plan opérationnel. C'est le moment. Mais, monsieur le professeur, environ presque 2 ans, ils vont prendre les travaux effectués par l'ONIP. Vous avez parlé du budget. Alors, au cas où donc nous entrons ou bien nous entamons l'an 2021 et que les institutions n'arrivent pas toujours à financer, n'est-ce pas, ça va toujours repousser les élections, monsieur le professeur? Non, ça ne va pas. Moi, je n'entre pas dans cette considération-là pour la simple raison que s'il n'y a pas financement, l'hypothèse à laquelle je ne veux pas croire, mais je ne veux pas spéculer. Moi, je sais qu'il y aura financement. Êtes-vous sûr? Je suis sûr qu'il y aura financement parce que tout au début, je vous ai rappelé la volonté du chef de l'État. Un chef de l'État, ce n'est pas n'importe qui. Dans certains pays, lorsque un chef de l'État a prononcé sa parole, cette parole vaut comme une loi, comme une obligation. Donc, cette volonté-là nous engage tous. Il a manifesté la volonté que je vais faire ceci,
que cela se traduise maintenant au Parlement, qu'on puisse nous allouer les ressources. Qu'on puisse nous allouer les ressources. Nous insistons beaucoup à l'ONIP pour qu'on puisse nous allouer les ressources nécessaires à la réalisation de cette opération. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des collèges des experts. Monsieur le professeur Chikai, nous aimerions savoir, il y a eu forum des 13 parlementaires et d'ailleurs il y a donc proposition des réformes électorales. Apparemment, on dirait que l'ONIP est aussi concerné dans ce genre de réformes électorales. D'ailleurs, on est en train d'attendre comme si il proposait rencontrer d'ailleurs le DG pour parler sur ce genre de questions. Je ne sais pas quelle est donc la mission principale ou bien quel est l'impact de l'ONIP dans ce genre de réunions, des réformes électorales avec les 13 parlementaires, parce qu'on a vu autrefois, il y a eu même l'AMOC qui était présent et autres. Voilà. Je ne sais pas, l'ONIP a quelle mission dans ce genre de réunions? Non, l'ONIP n'a pas de mission. L'ONIP reçoit des questions et éclaire ceux qui les posent. Et c'est comme vous aujourd'hui. Vous nous posez des questions, nous vous répondons. Ce groupe de 13 est venu par son initiative vers l'ONIP pour être éclairé sur le processus. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons montré que d'ici la date 2, parce qu'on convoque le corps électoral 6 mois avant la fin des mandats d'une législature. Enlever déjà 6 mois. Donc, quel est le temps qui nous reste? Dans ce temps qui nous reste, s'ils veulent être le porte-parole de ce que nous demandons, qu'ils le fassent. Mais nous avons éclairé ce groupe de 13 sur les enjeux. Ils ont compris réellement qu'il y a des enjeux et ils ont compris que réellement, si rien n'est fait, à partir de 2021, on peut commencer à avoir des inquiétudes. Et aussi, j'aimerais rajouter que c'est pour des raisons d'économie. Okay. Oui, parce que si l'ONIP entreprend bien ses prérogatives, il y aura des économies considérables. Vous comprenez qu'en constituant le fichier général de la population, comme le professeur l'a bien dit, en bon sens, tous les électeurs sont inclus en principe dans ce fichier. Donc en les extrayant, donc, on réduit déjà considérablement ce que la CENI aurait pu faire en enrôlement, qui a un coût aussi considérable que vous n'ignorez pas. Monsieur le directeur, je ne sais pas avec l'octroi de carte, vous allez faire de même avec la carte d'électeur, parce que ça se faisait gratuitement. Mais avec vous, je ne sais pas, ça sera payable ou soit... je ne sais pas. Ça sera payable? Non. Voilà, oui. Ça sera payable. C'est une très bonne question. C'est une bonne question. La carte telle que nous l'avons conçue, c'est une carte très sécurisée. Elle a un coût. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse, ce n'est pas un petit papier sur lequel on va écrire à la machine et puis plastifier. En termes d'estimation, ça pourra peut-être revenir à combien? En termes d'estimation, s'il faudrait faire une projection? Non, vous savez, le coût d'une carte dépend de qu'est-ce que vous y mettez. Vous voyez, il y a certains pays qui ont adopté pour une carte la première génération de leur carte d'identité qui n'a pas de puce. Ça a un coût. Si vous voulez ajouter la puce, ça a un autre coût. Ça dépend des informations que vous logez sur cette carte. Parce que la carte d'identité telle qu'on va la livrer, sur le prix, vous gardez l'anonymat. La carte d'identité telle qu'on va la donner est une banque de données déjà en soi, pour chaque individu. C'est une banque de données. Donc, les prix varient. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a certains pays, comme en Europe, la carte d'identité sécurisée qui est en préparation coûte jusqu'à 50 €. Mais nous, on n'en ira pas là. La carte telle que nous la proposons, nous faisons 3-4 alternatives. Nous allons soumettre ça au gouvernement et c'est le gouvernement qui devra se prononcer sur les coûts réels. Qu'est-ce que l'État peut? Parce que l'État peut prendre en charge certains coûts.
l'État peut déclarer la gratuité, mais en compensation. Il n'y a que l'État qui sait. Donc ça, nous laissons ces décisions-là au niveau gouvernemental. Bien, nous chutons déjà. Je reviens vers vous. Monsieur le directeur des opérations, qu'est-ce qu'on peut retenir en bref? Qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir en bref par rapport à cet énorme établissement en sigle ONIP? Déjà que nous sommes contents que vous veniez vers nous, vers l'ONIP, pour toutes ces questions d'actualité. Et le peuple doit se préparer, ce qu'on peut dire à la population, doit se préparer à passer à une autre phase, de la phase d'être non connu à la phase d'être finalement connu par l'État. Aujourd'hui, nous nous promenons tous avec plus ou moins une identité, comme vous dites, qui varie, mais après que l'ONIP ait fait ses opérations, tous les citoyens de la population pourront être fiers d'être reconnus par leur pays. Oui, professeur, au mot de la fin, avant de conclure l'émission. Au mot de la fin, nous voulons d'abord vous remercier d'être venu à nous et d'engager avec nous cet entretien sur une question qui a beaucoup d'enjeux pour la modernisation et le développement de notre pays. Cette modernisation de notre pays appelle que nous puissions nous connaître nous-mêmes, que nous sachions que nous sommes Congolais. Nous devons être fiers de l'attester par un document que nous allons arborer comme notre drapeau. Deuxième chose, c'est de continuer à parler davantage de l'ONIP, de ses missions, pour préparer la conscience collective à s'approprier le processus qui va déboucher sur la délivrance de la carte d'identité. Le moment venu, quand nous serons sur le terrain, on demande à la population de pouvoir accueillir nos équipes, de pouvoir collaborer sincèrement, de pouvoir dénoncer ceux qui voudront commettre la fraude à l'identité pour que nous puissions avoir un fichier général de la population exempte de tricheries. Merci beaucoup. Shadrack Dibou, vous avez fait de conclure. Voilà, merci beaucoup. Je suis vraiment très très content de parler toujours des choses qui reviennent de l'actualité. Et puis je rappelle que c'était par rapport à la demande de nos téléspectateurs. Alors nous sommes toujours là pour parler des choses qui font toujours état de l'actualité. Alors, à vous tous qui émettez comme ça le vœu de pouvoir participer à cette émission, alors vous allez justement remarquer au bas de vos petits écrans, il y a un numéro affiché. Alors, vous allez appeler. Alors, dans cette émission, nous recevons, n'est-ce pas, tout le monde sans aucune discrimination. Alors, je m'en vais comme ça dire un grand merci à toute l'équipe technique qui nous tient toujours compagnie. Je vois la présence de Wedi Mutombo et la présence de Talik Tombissa. Alors, sur YouTube, à vous tous qui voulez aussi suivre cette émission, vous êtes partout dans le monde, écrivez justement le Deux Frères TV et vous aurez l'exclusivité de cette émission. Merci beaucoup, Amour. Bien, merci, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission Touche à tout. J'espère que tout le monde a bien compris ce que c'est l'ONIP, même sans quintessence. Donc, je pense fini avec la confusion de la population, comme il y avait trop de confusion par rapport à l'ONIP qui fait des élections. Je pense que M. le directeur nous a éclairci les choses en question. M. le directeur, merci beaucoup. Aussi, le professeur Shikai nous a bien éclairci ce que c'est l'ONIP. Je pense qu'il n'y a plus de confusion dans la population. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis et depuis partout. Merci beaucoup à Papa Simon Dibou. Merci beaucoup à Véronique Aloula qui nous suit depuis le Maroc via notre compte YouTube, le Deux Frères Télévision. Merci aussi à Adonis Tshisekedi qui nous suit aussi depuis Banzangungu. Quant à nous, vous disons au revoir et on se retrouve prochainement avec un autre visage. Portez-vous bien. Ciao.